Je ne pense pas qu'il y ait de juristes du numérique. Je pense qu'il y a des juristes curieux qui font du numérique. Quand on fait du numérique, on fait du droit du travail, on fait du droit des contrats, on fait une extrême variété de droits et on met une petite touche numérique. Les illuminés du droit, bonjour, très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode. On s'est dit qu'on allait parler un petit peu de luxe et de droit et on a le plaisir de recevoir Boris Paulin. Bonjour Boris. Salut Stéphane. Alors Boris, le groupe Kering, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, Boucheron, Gucci bien entendu, tout un tas de marques, une dizaine de maisons, c'est cela ? À peu près, c'est ça. Que vous servez donc depuis 6 ans maintenant. On va retracer votre carrière d'entrepreneur. Il y avait un lycéen au départ, si j'ai bien compris, à Marcelin Berthelot, Saint-Maur. Exactement, quand j'étais bien jeune. Bah oui, mais c'est un beau souvenir. Très bon souvenir. Très belle préparation vétérinaire. Alors, qu'est-ce qui fait que vous êtes tombé dans le droit, en fait ? C'est un petit peu le hasard ou... C'est le hasard, c'est l'amour des sciences humaines. Et ça a été un point extrêmement fort. J'étais passionné d'histoire pendant mes années lycée et le droit faisait partie d'un des cursus possibles qui permettait de mêler ma passion des gens et le droit était vraiment au cœur de ça. Et jamais avocat, mais tout de suite dans l'entreprise, tout de suite à découvrir le numérique. Très vite, passionné par le numérique très jeune et rentré tout de suite avec les nouveaux métiers qui s'ouvraient à l'époque. Pourquoi pas avocat ? Parce que c'est souvent une question que l'on pose, même si avocat c'est un très beau métier, juriste d'entreprise c'est encore plus beau. Parce que avocat est un merveilleux métier. J'aimais beaucoup la partie projet, le parti projet long terme. Arriver avec une idée, la construire, la développer et la voir se concrétiser. Ce qui m'avait intéressé au tout début de ma carrière. Mais pourquoi pas... Plus tard, on verra. Oui, c'est ça. De toute façon, on va avoir besoin de 109 très certainement, surtout que vous connaissez bien la data, on va y revenir. Vous avez été aussi entrepreneur, ce qui n'est pas commun parce que vous avez créé une legal tech et ensuite vous avez fait de la fashion, mais originale. Exactement. Legal tech, on revient parce que c'était assez tôt finalement sur le marché. Très très tôt. J'avais monté une petite société avec des amis étudiants pour essayer de faire des statuts d'entreprise. Et c'est vrai que très rapidement, on s'est heurté à la distinction activité d'avocat. Donc on avait step back, comme on dit, en se disant bon, le marché n'est pas forcément assez mûr pour arriver sur ça. On avait 20 ans, donc c'était peut-être trop tôt. Ouais, tant mieux pour Captain Contrat, Legal Place, ceux qui sont arrivés juste après. Donc voilà, qui ont réussi derrière, mais vous n'avez pas eu envie de rejoindre cet écosystème en fait ? Non, pas après. La legal tech est extrêmement intéressante. Aujourd'hui, il se passe beaucoup de choses et qui vont fondamentalement changer les bases du métier. À l'époque, on était très sur la surface et avec, je pense, une concurrence directe du métier d'avocat qui n'était pas vraiment là où on a la plus de plus-value en termes de tech. C'est vrai que c'était l'époque des braconniers du droit, donc vous n'étiez pas forcément bien apprécié à votre juste valeur. J'étais pas braconnier. Alors, il y a eu les mousquetaires, il y a eu les objets connectés avec les balances intelligentes. Qu'est-ce que vous retenez de cette première période ? Énormément de liens. En fait, ce qui est extrêmement fort dans la pratique que l'on a, dans le numérique et le droit, c'est que c'est une matière qui, plus que d'autres matières encore, est extrêmement transverse. Je ne pense pas qu'il y ait de juristes du numérique. Je pense qu'il y a des juristes curieux qui font du numérique. Quand on fait du numérique, on fait du droit du travail, on fait du droit des contrats, on fait du droit des sociétés, une extrême variété de droits. Et on met une petite touche numérique. Et c'est vrai que cette petite touche devient de plus en plus importante puisqu'elle devient de plus en plus holistique sur l'ensemble de ces périmètres. Mais on a une évolution que l'on voit et je pense que le droit du numérique va devenir un droit comme les autres, mais non pas un droit de vertical, mais un droit vraiment horizontal qui va se mettre dans toutes les directions métiers. Alors après, dans WeThink, le modèle, donc la balance connectée. Hein, si la balance, les montres connectées que j'ai encore au poignet. Hein. Quel souvenir. C'est pur numérique au départ quand même, donc vous êtes au cœur du réacteur. C'est ce qui a fait que vous avez apprécié de montrer comment les juristes pouvaient contribuer au métier ? En fait, chez WeThink, ce qui était extrêmement intéressant, c'était d'arriver dans un domaine où on tapait sur l'animation, par exemple, il n'y avait rien. Il n'y avait aucun écrit réel sur comment est-ce qu'une donnée de santé, une donnée de bien-être pouvait être qualifiée. Comment est-ce que ces objets fonctionnaient d'un point de vue international. Et très tôt, la question internationale, la question de comment attaquer de nouveaux marchés et comment, en tant que juriste, on va permettre à l'entreprise
de grandir, s'est posé dans mon métier, dans mon parcours. Et c'est là où j'ai été, je pense, passionné par cette logique à la fois de droit, certes, de juriste, mais aussi côté un petit peu entrepreneur. Il fallait faire des choix qui n'étaient pas forcément simples dans certaines juridictions pour pouvoir avancer et définir quelles sont des stratégies qui vont véritablement impacter l'entreprise dans son cœur. Oui, parce que vous aviez de la donnée, mais en plus de la donnée, alors pour partie sensible, parce que c'est un peu de la donnée de santé, mais de Données confort de santé, ou de la données de pure bien-être. donnée... La qualification a toujours été un grand débat, une grande discussion. Aujourd'hui, le secteur est plus mature et a donné des définitions que je pense sont extrêmement pertinentes. Mais à l'époque, on avait des discussions avec les autorités parce que comment faire pour que le droit soit juste dans ce domaine-là, et c'était pas forcément quelque chose de simple. Et c'est quelque chose qu'on a construit au fil des mois et des années en tant que directeur juridique de Weezings. Et après, quand la boîte a grandi, mes successeurs ont eux développé d'autres pratiques qui, je pense, oui, sont très correctes. Alors, un autre petit tour vers l'entrepreneuriat, pardon. Cette fois-ci, la mode. Donc, vous prépariez votre évolution vers le groupe Kering. Oh, c'était bien avant. Oui, on avait monté une petite plateforme pour essayer de dénicher les nouveaux créateurs de mode à l'époque, avec quelques amis. On avait lancé ça et puis on avait découvert tous les difficultés d'un site de e-commerce, toutes les difficultés techniques et qui, au bout d'un an et demi, avait donné lieu à un magnifique arrêt des activités pour des raisons techniques. Et on se rend compte que le numérique a quand même besoin d'une certaine compétence que nous autres juristes n'avons pas naturellement au quotidien. On va revenir dessus parce que dans votre métier aujourd'hui, la responsabilité de la legal transformation, qu'est-ce qu'on met dedans? On met beaucoup de choses. On met déjà de l'envie de faire que la direction juridique a un vrai sens et un vrai impact dans l'entreprise. On met aussi beaucoup de numérique parce qu'on se rend compte que ce nouveau vecteur qu'est l'IA va véritablement impacter la direction. Et puis on met des choses qui étaient pour d'autres parts de l'entreprise extrêmement standards, mais qui avaient aujourd'hui jamais touché le numérique, à savoir la donnée. Quelles sont les données qui servent au juridique et quelles sont les données que le juridique peut produire pour servir l'entreprise au collectif. Et c'est cet ensemble qui fait qu'aujourd'hui, on crée une fonction de legal transformation qui un jour mutera vers une fonction de legal ops. Ce qui m'avait impressionné quand on s'est rencontrés la première fois, c'est qu'en gros, si j'ai bien compris, la direction juridique est le point de passage, je ne vais même pas dire obligé, mais désiré par le marketing chez Kering. Alors, c'est le souhait que l'on a, mais c'est vrai, c'est le pitch exactement. Non, je pense qu'une direction juridique apporte énormément de bienfaits à une organisation quand elle apporte de la sérénité. Et cette sérénité, on peut l'apporter en ayant des règles extrêmement claires, mais surtout en faisant que ces règles soient matériellement existantes dans les processus métiers. Et un des éléments que l'on a travaillé, notamment dans mon rôle de privacy, c'était de définir avec le métier quand est-ce qu'il pouvait utiliser certaines données, dans quel pays. Et donc de définir un ensemble de règles qui étaient non pas faites de manière complètement théorique, mais vraiment de partir de la pratique et de dire qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce qu'au quotidien vous avez besoin. Et donc de faire du 80-20, on s'est intéressé potentiellement à ce que le métier avait plus besoin, avant même de vouloir couvrir plus de risques juridiques. Donc regardez plus le client quand on parle RGPD que regarder le législateur en checkant la box. Exactement, puisque au final, on se rend compte que lorsqu'on a un contentieux de type RGPD, c'est souvent né d'une plainte. Donc le régulateur va venir nous voir parce qu'il y a une plainte. Donc l'objectif pour nous est de minimiser ces plaintes par des pratiques métiers le plus adéquates possible. Alors ça veut dire qu'on s'intéresse à la personnalité du client et on va adapter les règles à travers le monde quand on va dans les différentes boutiques du groupe. Alors, sur ce qu'il est en fait. C'est différentes stratégies. On n'a pas fait de personnalisation en tant que telle. Ouais. Ce qui est important en point de vue de réglementation privacy, c'est se rendre compte de la diversité du droit. Et cette diversité, elle est matérialisée dans notre domaine du numérique par des législations multiples dans différents pays qui sont parfois très difficiles à faire travailler ensemble. Et tout le travail que l'on a mené pendant ces 5 dernières années chez Kering, c'est de créer des règles qui permettaient d'être toujours en conformité, peu importe d'où vient le client et où est le client. Et ça nous a permis de créer un module, un ensemble de modules, un ensemble d'éléments qui ont permis d'apporter énormément de sérénité au business. Je le reprends, ce mot sérénité est extrêmement important pour dire, voilà, vous avez un client qui vient de ce pays-là, qui a collecté des données dans ce pays-là, voici les données que vous avez le droit de collecter et les droits d'utiliser dans ce cadre-là. Et en fait, en mettant ça d'un point de vue data, donc non pas avec un Word, non pas avec un Excel, mais vraiment avec des outils, avec des engines qu'on a créés derrière, on a apporté cette sérénité au business qui fait que le business s'appuie sur nous sans pour autant nous saisir
au travers d'un email ou d'une requête formelle auprès du légal. Alors, qu'est-ce qui fait que le juriste, alors, ou peut-être parce qu'il a vu ses limites en créant sa première boîte sur core business juridique, ensuite sur fashion avec les limites du e-commerce, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes plus à l'aise avec la technique? À l'époque, chez Weezings, j'avais juste à côté de moi des gens qui développaient, donc j'ai regardé comment ils développaient. Les logiques de développement sont extrêmement proches des logiques juridiques. On s'en rend pas forcément compte, mais il y a vraiment à chaque fois un départ qui est une définition, puis après des cas d'application de ces définitions, donc comme dans un contrat. Et on se rend compte qu'un code est très similaire à la structuration d'un contrat. Ingénieur du droit, finalement. Bah presque, le code est l'eau, hein, certains disaient, mais la curiosité, je pense, sur la partie numérique est vraiment aujourd'hui au cœur de ce que doit être le juriste. Et on en a parlé longuement, mais je pense que le juriste de demain va être plus sur Power BI que sur Word. Oui, vous faisiez une intervention remarquable au LegalOps Day et vous insistiez en fait sur cet élément nécessaire que de bien maîtriser la data, la comprendre et arriver à travailler avec des ingénieurs qui sont quand même un petit peu plus qualifiés que les juristes pour ce genre de choses. Vous voyez du coup une grosse évolution entre le métier d'avocat et le métier de juriste d'entreprise, puisqu'on parlait tout à l'heure du fait que vous étiez allé directement vers l'entreprise et votre amour pour l'entrepreneuriat. Je pense que le juriste de demain, c'est un juriste qui va avoir un impact conversationnel. C'est quelqu'un qui va être capable d'expliquer. Et ça, c'est quelque chose qui est éminemment humain. L'expertise d'un avocat va être beaucoup plus importante quand il va s'agir de points spécifiques pour adapter des stratégies. Mais je pense qu'aujourd'hui, le métier dans son ensemble va avoir un vrai travail de réflexion sur cette partie transactionnelle qui va fondamentalement être impacté par les outils que l'on voit aujourd'hui. Quand on va au LegalOps Days, on se rend compte du nombre de LegalOps qui s'inscrivent dans cette partie transactionnelle. Et on voit que la partie information, capacité de traiter l'information pour retrouver la bonne information dans le bon contexte, c'est quelque chose aujourd'hui qui n'est pas encore challengé par les IA, qui est vraiment là où l'âme du juriste peut tout à fait s'intéresser. Ça revient un peu à cette bonne vieille distinction de la ratio legis, qui est vraiment le cœur de notre métier en réalité. Et cette ratio legis, aujourd'hui, seul un humain est capable de la trouver. Et je pense que c'est ça qui fait la vraie différence entre nous, en tant que juriste, en tant qu'avocat, et la machine de demain. Oui, et puis il y a aussi le jugement, l'innovation, la véritable innovation, beaucoup d'éléments qui laissent encore la belle part à l'homme. Qu'est-ce qui est le plus compliqué, certainement, à faire comprendre quand on essaie de changer le mode opératoire du droit? Parce que souvent, les opérationnels ont un petit peu frayeur à fréquenter les juristes et on avait fait un programme en disant qui n'a pas essayé de court-circuiter dans une fonction vente son juriste et on a eu un succès incroyable. Alors, c'est pas que les juristes qui sont court-circuités. Je pense que toute fonction essaie de court-circuiter une autre pour aller plus vite à son objectif. Je pense que vraiment, la fonction juridique apporte énormément au métier, non pas en édictant des règles, mais en édictant des capacités. Et je pense que c'est vraiment la manière dont on présente le même enjeu. On peut dire ça, tu n'as pas le droit de faire ça, ou on peut plutôt dire ça, tu as le droit de le faire. Et donc, en fait, en changeant le prisme de notre conversation avec le business, on change complètement la perception de notre métier. Et on arrive au final à faire qu'on vienne nous voir parce qu'on se dit, ils ne me disent pas avec de la négative, mais avec de l'affirmative et potentiellement, encore une fois, cette sérénité. J'insiste vraiment sur ce mot en ce moment, mais c'est vraiment le mot... c'est Noël. C'est l'esprit de Noël, en fait. Et je pense que c'est vraiment un mot qui est au cœur de notre métier de demain. Non, mais je trouve que l'idée est juste, parce que donner de la tranquillité d'esprit quand on fait du business, c'est quoi le prochain chantier pour vous? Alors, on a beaucoup de chantiers qui sont ouverts. On a énormément de chantiers autour de la gestion de la finance. Ce sont vraiment des points clés. Parce qu'en fait, des juristes dans les chantiers de la finance. Absolument, énormément de liens entre les équipes et encore une fois, montrer notre capacité à structurer, organiser et faire valoir des positions fortes. Là, on a un énorme chantier qui s'ouvre, énormément de chantiers de change management pour faire que l'IA soit au cœur du métier, au quotidien des juristes. Et après, les choses assez traditionnelles du LegalOps pour optimiser les processus métiers, accélérer plus vite, montrer notre plus-value au métier. Alors, il y a toujours une question, est-ce que LegalOps, ce sont des compétences ou est-ce que c'est un métier ou un métier réservé dans quelques grands groupes? Vous allez intervenir prochainement dans DU Transformation Digitale du Droit et LegalTech. Qu'est-ce qui fait que vous avez accepté de rejoindre cette équipe pédagogique? Alors,
échanger avec des jeunes qui sont intéressés pour faire cette fonction. Est-ce que c'est un métier full-time? Je ne le crois pas. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit s'intégrer dans le métier des avocats, des juristes au quotidien, parce que je pense que du legal ops aussi en cabinet d'avocat. Oui, ça commence. C'est beaucoup plus usité aux États-Unis, où le métier d'avocat est un métier de business et une entreprise de droit. Ça ne fait pas peur. En France, ça met un petit peu plus de temps, mais on y arrivera. Il y a quand même des maisons où on y arrive parce qu'on a compris l'efficience et surtout la difficulté du choix des équipements à avoir, où il faut une véritable stratégie qui est quelquefois un petit peu compliquée à discuter avec la gouvernance de certains cabinets. Oui, mais la data va être un point fort parce qu'aujourd'hui, les entreprises veulent de la donnée par leur cabinet et le seul moyen de le faire, c'est au travers d'une fonction qui est commune, des pratiques communes entre le métier d'avocat et le métier de juriste. Et le legal ops dans son ensemble a ici un véritable impact pour les deux fonctions. Est-ce que ça veut dire que vous êtes prêt à contractualiser avec vos avocats demain? On va recevoir Denis Sauret qui pousse ces modèles, qui dit que le taux horaire est mort et vive une nouvelle manière de travailler. Moi, j'adore et je le fais depuis un moment, mais c'est pas facile de s'engager avec son conseil, même si dans les faits, on est souvent engagé avec son conseil. La relation entre un client et son conseil, d'avoir une relation de confiance. Est-ce que la confiance a toujours besoin d'un écrit? Oui. Et je pense que nous, en tant que juristes, en tant qu'avocats, on le sait, l'importance de cet écrit. Et donc oui, il y a un enjeu, je pense, de plus en plus, d'avoir véritablement un lien qui est formalisé avec nos conseils pour mettre en place des processus métiers, des processus d'optimisation, de structuration et de faire qu'on travaille le mieux l'un avec l'autre dans chacun ses zones de compétences respectives. Qu'est-ce qu'il faut acheter pour Noël dans le groupe Kering pour faire plaisir? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses, mais il n'y a pas une nouveauté qui vous fait plaisir ou dont vous rêvez, et comme ça on va donner des idées? Je vais pas se dire quelle maison me touche le plus au cœur, mais toutes me font extrêmement rêver et donner beaucoup d'envie. Mais en tout cas, vous avez un bonheur qui est partagé et merci d'être venu le diffuser avec ces illuminés du droit, et on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures, en remerciant les amis d'Open Law qui nous font confiance, les amis de l'Ami Liaison, Tiffaine et Hervé, qui sont à la manœuvre et qui vont nous mettre dans la boîte. À bientôt!